Woutasem Amour, bonne journée. Bonjour à toi, Marc. Très heureux de t'avoir juste en face de moi, mais à quelques milliers de kilomètres de distance. C'est un plaisir aussi. Woutasem, on se voit aujourd'hui, entre autres pour que mes lecteurs du blog Aux Échanger puissent te connaître un peu mieux et surtout qu'on élabore un peu sur le thème hyper intéressant de la confiance en soi. Alors, je te présente très brièvement. Bon, chiropraticien, ça se dit très bien. C'est peut-être pour ça que finalement, tu es allé le pratiquer aux États-Unis. Alors, tu es diplômé des États-Unis, tu as pratiqué aux États-Unis, au Liban, en France. Passionné d'écriture, tu as été dans un magazine que tu as co-créé c'est un magazine Internet, j'imagine? Non, le premier magazine qu'on a créé avec les éditions Akeos, c'était un magazine papier. OK. Et bon, tu as créé depuis 3 ans, tu animes le site pratiquerlaméditation.com. On aura l'occasion de donner l'adresse. Peut-être pour y aller bien simplement, on pourrait dire que tu es un passionné de beaucoup de choses que tu as réussi à actualiser. Alors, l'écriture, la spiritualité, le développement personnel, tu parles aussi de l'éducation des enfants, un sujet qui t'intéresse particulièrement lorsque tu parles de la méditation des enfants, les voyages, bon, ça va de soi. Et je pense que tu fais probablement partie de ce groupe d'enseignants dans l'âme qui ont le goût de partager et d'aider. Et c'est un peu à ce titre-là qu'on va ensemble converser aujourd'hui. Alors, confiance en soi, manque de confiance en soi, c'est clair que c'est quelque chose qui est qui est une problématique hyper importante. Mais avant de parler de manque de confiance en soi, si on essayait un peu de définir comment tu vois, qu'est-ce que c'est que d'être confiant, qu'est-ce que c'est que d'avoir de la confiance en soi? Oui. Alors, c'est vrai que j'ai très vite commencé à parler de confiance en soi et de manque de confiance en soi à travers les articles, à travers le blog, et parce que je me suis rendu compte que méditer aide à renforcer sa confiance. Donc, on pourra en parler un peu plus tard. Et quand je dis ça à certaines personnes, ça peut sembler étrange parce que pour beaucoup de personnes, améliorer sa confiance, ça nécessite d'ajouter des choses, d'ajouter de l'expérience, peut-être du savoir, de se pousser en dehors de sa zone de confiance. Alors que l'acte de méditer, on n'ajoute pas, on ne fait rien, on est juste là pour observer. Ouais. Donc malgré tout, le fait de méditer, ça augmente la confiance en soi. Et parce que la confiance en soi, je pense que ça c'est une des croyances qui est entretenue par beaucoup de personnes. Pour améliorer sa confiance, cela ne nécessite pas d'ajouter des choses, donc d'ajouter de l'expérience ou du savoir, mais ça nécessite plutôt de garder l'accès ouvert à nos ressources. Donc les gens qui manquent de confiance en eux sont des gens qui, dans certaines situations, vont perdre l'accès à des ressources qu'elles ont déjà en elles. Alors, je vais te donner un exemple, comme ça c'est un peu plus concret. C'est comme par exemple une personne va être très à l'aise lorsqu'elle va discuter avec un ami. Donc elle va pouvoir avoir un raisonnement, pouvoir s'exprimer, avoir une vraie discussion de fond. Cette personne, tu la mets dans un cadre où elle va se retrouver par exemple dans un groupe, elle va perdre complètement ses moyens. Elle va plus pouvoir communiquer clairement, elle va plus pouvoir même raisonner, réfléchir, et elle va perdre l'accès donc à des outils qu'elle a autrement, qu'elle a dans d'autres situations le plein accès. Et donc méditer justement, ça donne accès, ça garde l'accès ouvert à ces ressources. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la personne va perdre accès à ces ressources lorsqu'elle se retrouve dans certaines situations. Est-ce que selon toi, c'est une réponse, on est comme ça, c'est inné ou c'est une réponse qui est apprise? Alors je pense qu'il y a des deux. Donc une personne qui va perdre accès à ses ressources dans certaines situations, on peut essayer d'y réfléchir on va essayer de rationaliser et peut-être regarder le passé. Pourquoi est-ce que cette personne, par exemple, dans les relations de couple, elle est vraiment très peu à l'aise. Elle n'arrive pas à exprimer ses émotions. Donc on peut regarder son passé, se dire, voilà, elle a grandi dans un cadre où elle n'avait pas vraiment d'amour de la part de ses parents. Peut-être que ses parents avaient une relation compliquée. Peut-être que c'était à l'école, sa première relation. Donc il peut y avoir un tas d'événements qui peuvent amener ce manque de confiance. Donc connaître ces événements, c'est intéressant, mais ça ne va pas suffire. Après, on peut regarder ça de ce qui se passe dans le moment présent. Qu'est-ce qui se passe quand une personne
dans une situation donnée, perd accès à ses ressources. Si on regarde d'un point de vue, donc là on va regarder d'un point de vue du corps, d'un point de vue du cerveau, et ça, on va dire la physiologie, la neurologie, elle nous a appris ce qui se passe. Une personne qui perd accès à ses ressources, c'est une personne qui manifeste une physiologie de défense. Mhm. Et Un peu comme dans n'importe quelle situation qui nous stresse, finalement, c'est une réaction physiologique et automatique, finalement, qui est pas raisonnée. oui, c'est vrai que la physiologie de défense, qui est une réaction de stress, c'est quelque chose qui est autonome. Donc toi, en tant que psychologue, Ouais. tu connais bien cette physiologie, cette réaction de défense. C'est quelque chose qu'on a hérité de nos ancêtres. C'est quelque chose qui a permis à nos ancêtres de survivre. Donc si tu prends quelqu'un il y a 3 4 000 ans en arrière, qui tout d'un coup se retrouvait confronté à un animal ou à une tribu hostile, en un instant, son corps va changer, le cœur va battre plus vite pour envoyer de l'oxygène à travers le sang aux muscles pour un effort, les pupilles vont se dilater, les muscles vont se tendre, la respiration va s'accélérer pour permettre à cette personne de faire face à un danger. Donc soit la personne va combattre, soit elle va fuir, et elle va avoir cette réaction explosive en très peu de temps. Donc Mhm. aujourd'hui, on n'est pas trop exposé à des situations de danger, mais néanmoins, à chaque fois qu'on va percevoir une agression, et ça peut être la réprimande de notre employeur, ça peut être une dispute une dispute avec quelqu'un, on va Ouais. avoir la même réaction de défense. Donc on va manifester cette physiologie de De défense. survie. C'est une physiologie de survie, Oui, finalement. voilà, c'est ça qui exactement qui a permis à l'humanité de survivre, Ouais. c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on est en danger, hop, on met cela en place. Est-ce, est-ce que tu fais un lien entre ce type de réaction-là et, si on va un peu plus loin, qui est une réaction instinctive aussi, les phobies? Est-ce que les phobies, c'est tout simplement la même chose, mais à un degré plus grand? Oui, Phobie, ben, quand on parle de phobie, on pense aux araignées, mais on peut penser aux phobies sociales, tout simplement. Il y a des gens qui sont incapables d'aller en public. Pour eux, c'est des jeunes pour eux, l'école, c'est un martyr. C'est un peu la même chose, finalement. oui, donc c'est vrai que si, oui, c'est très lié, c'est juste différents degrés de manifestation. Et donc pour reprendre la perte de ressources, la personne va perdre ses ressources, accès à ses ressources elle est en physiologie de défense. Et ça, on peut voir au niveau du cerveau ce qui se passe, qui explique cette perte de ressources. Et cette personne, par exemple, on a beau se raisonner, on a beau se dire, la prochaine fois que je suis dans un entretien, fais un effort, exprime-toi, il y aura pas, c'est pas la fin du monde, tu ne risques rien. Si c'est au niveau affectif, au niveau relationnel, on va dire, allez, fais un effort, parle à cette personne qui me plaît. Mais une fois qu'on est dans cette situation de stress, c'est l'inconscient qui prend le contrôle. Ça se résout pas. Ça ne se raisonne pas. La partie plus, on va dire, plus évoluée du cerveau, qui nous permet de relativiser et de prendre du recul, de se dire c'est pas dangereux, je peux parler à cette personne. Cette partie, elle est mise de côté, et c'est la partie instinctive qui prend le dessus, et on perd les moyens. Et donc si cette personne rentre chez elle ensuite, elle se dit pourquoi j'ai pas réussi, elle se sent coupable, elle devrait pas, parce que c'est quelque chose qui est au-dessus de ses forces. C'est comme tu disais, les phobies. Là, je repense à un ami, on était on était parti en camping avec deux amis, et on se promenait, on est arrivé devant l'entrée d'un passage souterrain, et on s'est engagé, et il a aperçu une araignée. Donc tu parlais des araignées, et c'est quelqu'un qui a une grosse peur des araignées. Il a été terrorisé, donc il est devenu tout blanc, il a fait marche arrière, et cette personne, si tu le prends à part, tu lui dis écoute, cette araignée, si elle te pique, il va rien se passer, elle était beaucoup plus, c'est toi la grosse bête, c'est pas elle qui est dangereuse. Il va le comprendre, il va même en rigoler, mais une fois qu'il va être devant le passage, ça va être impossible, parce que C'est- c'est vraiment la partie du cerveau inférieur Ouais, qui nous ouais, perçoit en danger de mort et qui va lui couper l'accès à ses jambes. Il va même plus pouvoir marcher pour aller dedans. ouais. Et Et à ce moment-là, c'est comme si tu disais, bon, ces peurs-là sont sans doute, si on fouillait dans le passé, on trouverait des événements déclencheurs. Est-ce que pour toi, c'est important d'aller chercher ça dans le passé ou est-ce que la méditation, dans le fond, ben, je vais te dire bien honnêtement, je suis pas très
psychanalytique moi-même. Je ne suis Mhm. pas porté beaucoup à aller chercher les événements du passé. J'essaie beaucoup de travailler plus sur le présent. Mais c'est comme si tu disais, il y a comme deux écoles. Il y a une école où on va vraiment essayer de fouiller puis revivre des situations pour essayer de comprendre. C'est comme si tu disais, dans la réalité, probablement ce qui va arriver, comme pour une phobie, la réaction va être là quand même. C'est pas là que ça se passe. Oui, C'est pas dans le passé que ça se passe, c'est au moment présent, oui. finalement. Oui. Alors, comprendre le passé, je pense que ça a son utilité, dans le sens que ça va permettre peut-être aux parents de ne pas reproduire les mêmes comportements. Ouais, Ça va permettre de donner un contexte à sa façon de réagir. Donc, ça a son utilité, mais ça ne suffit pas. Moi, je connais beaucoup de personnes qui, par exemple, me disent aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés dans mes relations amoureuses. Je sais que c'est à cause du rapport que j'avais avec ma mère. Elles en ont conscience. Mais le fait de le savoir, ça ne suffit pas. exact. Une fois qu'elles vont dans cette situation particulière, elles vont, elles vont perdre l'accès à leurs ressources et elles vont plus pouvoir être elles-mêmes. Elles vont perdre leur sens d'humour, elles vont perdre leur répartie, elles vont perdre leur capacité de raisonner et comprendre ne suffit pas. Exact. Et donc là, juste pour revenir sur la physiologie de défense, pour souligner un point qui je pense est important, c'est que on a vu au niveau du corps ce qui se passait, donc cette réaction du stress, et si on regarde au niveau du cerveau, on a, pour faire très simple, on a une partie plus profonde, plus primitive, Mhm. qu'on partage avec les reptiles et avec les autres animaux, et une partie plus évoluée, qui est plus en surface, qui est le lobe frontal, le néocortex, et le système limbique qui est plus en profondeur. Lorsque l'on est en mode de défense, la partie du bas va s'activer, et la partie Mhm. du haut va être inhibée. Et la partie du haut, c'est cette partie qui nous permet donc de relativiser, de comprendre des choses, de prendre du recul. Et cette partie est très gourmande en énergie. Mhm. C'est-à-dire si Et elle se développe très tard aussi. il y a- Elle se développe dans les années, lorsqu'on a au-dessus de 20 ans, finalement. et c'est une partie, oui, qui se développe tardivement qui évolue et qui continue à se modeler, à évoluer sur toutes les années. Donc lorsqu'on est en danger, lorsque le corps instinctivement nous perçoit en danger, cette partie qui prend de l'énergie, parce que si je me dis je change d'appartement, je change de pays, est-ce que je me marie, c'est pas une décision qui va se prendre rapidement, c'est quelque chose qui prend de l'énergie, qui se raisonne. Donc lorsqu'on est en mode de stress, le corps travaille par priorité, Mhm. il limite l'irrigation de cette partie et c'est la partie inférieure. Et donc, et donc le fait de comprendre les choses, le fait de retourner dans le passé, c'est utile, Ouais. mais tant que cette partie s'enclenche lorsqu'on est dans une situation de stress, on risque de perdre l'accès à nos moyens. Dans le fond, c'est le cerveau reptilien dont tu parles, c'est tout le cerveau des émotions. Oui, l'amygdale et le cerveau reptilien au-dessus, oui. Ouais. Ouais. Et souvent, ce qu'on entend au niveau de la confiance en soi, c'est que les gens disent, à force de faire des choses, on finit par, et je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans aussi, mais on finit par développer des habiletés. C'est comme si toi, tu disais, tu vas peut-être développer une habileté pour faire avec, mais peut-être que dans le fond, la confiance c'est pas réglé dans le fond. Et Oui, c'est parce que souvent, pratique, je pense juste l'exemple de parler en public, par exemple, qui est mm, probablement une des plus grandes peurs que les gens peuvent avoir. Moi, personnellement, je peux dire que lorsque j'ai commencé à enseigner, j'avais une peur, panique de me retrouver devant un auditoire qui s'est réglé avec le temps à force d'en faire, à force de pratiquer. Et la confiance est acquise à force de pratiquer. Mais comme tu te disais, j'aurais peut-être été plus rapidement si j'avais pu aller essayer de comprendre le ressenti et de travailler oui, sur le cœur. oui, c'est vrai qu'effectivement, parfois on peut se faire violence et on va dire même parfois c'est nécessaire. Et parfois la raison de le faire est tellement importante qu'on se dit c'est pas grave, je me lance. C'est pas toujours facile, c'est pas. C'est plus long. Pardon? Plus long. C'est plus long. Et ça peut être plus lent parce qu'on va. Moi, c'est comme toi. J'ai animé des ateliers. J'ai commencé par des petits ateliers, puis par des conférences, puis j'ai fait venir des intervenants. Donc, au début, c'était pour ma première conférence que j'ai préparée, j'ai dû mettre facilement 15 heures à apprendre par cœur le texte. Un texte d'une heure, Par cœur. voilà, 1 heure et quart. Je me suis dit comme ça, je prends pas de risque. C'est Et, incroyable. et donc j'ai déroulé mon texte. Il m'est arrivé d'oublier, et donc là c'était un peu la panique. Mm. Donc on essaie de s'adapter, de compenser. Et moi, ça fait maintenant 3 ans et demi que je médite régulièrement. C'est
oui, ça devient beaucoup plus facile d'adresser un point ou un manque de confiance en se reconditionnant, plutôt que d'essayer de forcer la chose, parce que tout le monde n'est pas capable d'aller de l'avant et de forcer la chose. Est-ce que, la méditation est un des moyens, tu dis aussi sur ton site, bon, ça peut être finalement de trouver des moments où on a du temps pour soi, où on n'est pas dérangé, pour essayer de comprendre un peu son ressenti finalement. C'est un peu la base. Oui, parce que cette réaction de défense que la personne va avoir, c'est quelque chose qui est devenu comme un réflexe. Donc c'est vraiment un conditionnement profond. Et ça peut être même dû à des choses assez lointaines. Donc là, ce qu'on sait aujourd'hui au niveau aussi neurologique, c'est que le cerveau a tendance à accrocher beaucoup plus les événements négatifs que les événements positifs. Là aussi, c'est un mécanisme de survie. On a tendance à se rappeler que tiens, ça c'est potentiellement dangereux, et on va l'intégrer, l'hippocampe, il va intégrer à notre mémoire à long terme, et on va l'intégrer. Donc, des interactions qui ont pu se passer il y a longtemps vont réveiller ce réflexe de défense. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ce qui souvent crée une réaction de défense, donc où on perd l'accès à nos ressources, c'est souvent par rapport aux autres, c'est dans la relation à l'autre. Et si tu regardes au niveau des autres animaux, donc qui habitent en groupe, comme les loups, qui ont des similitudes avec les êtres humains, lorsque deux loups se rencontrent, il s'établit immédiatement un rapport hiérarchique. Donc tu as un dominant et un soumis. Et ce qui est intéressant, c'est que même s'ils se revoient pas pendant 10 ans et qu'ils se retrouvent 10 ans plus tard, ce même rapport, il reste le même. Ça permet d'éviter le conflit et de donner plus de chances au groupe de survivre. Donc, pour nous, les hommes et les femmes, si à une époque, on a eu un rapport qui a amené, où on s'est senti en danger, donc on n'a pas été soutenu, on a été confronté par quelqu'un qui était censé nous protéger, ça peut être un professeur, un parent, un proche, et quand on a manifesté cette dynamique de défense, si 10 ans plus tard on se retrouve face à un patron, face à un conjoint ou une conjointe qui manifeste certains traits en commun, on va inconsciemment manifester cette dynamique de défense. Donc ce qu'on veut, c'est se déconditionner en quelque sorte. Donc réapprendre qu'aujourd'hui on n'est plus un enfant, on n'a pas besoin de s'immobiliser, on n'a pas besoin de s'effacer. Aujourd'hui, on a les capacités de faire face à un patron, de faire face à un groupe de gens. On a la capacité de gérer cela sans s'effacer, sans se mettre en retrait. Et pour se reconditionner, donc, quand on parle de conditionnement, on pense souvent à l'expérience des chiens de Pavlov, que tu connais certainement. Et donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un chercheur qui a voulu tester les réactions conditionnées. Et il a pris des chiens, il a mesuré leur taux salivaire, et à chaque fois qu'il leur amenait de la viande, avant de leur amener de la viande, il faisait sonner une cloche. Ding, ding, ding. Il a amené la viande et il mesurait le taux de salive. Donc ils ont fait ça plusieurs fois. Après un certain temps, il faisait seulement sonner la cloche, les chiens salivaient, même si la viande ne venait pas. Et au bout d'un moment, les chiens associaient le bruit de la cloche à la nourriture, et salivaient comme s'ils avaient un steak devant eux. Exact. Donc, ce qui est intéressant avec cette étude, et que les gens peut-être sont moins familiers, c'est que au bout d'un certain temps, s'ils faisaient sonner la cloche mais qu'il n'y avait pas de viande, les chiens perdaient le conditionnement. Donc, c'est-à-dire les chiens s'alignaient avec la réalité. Ils savaient que cloche n'était pas forcément nourriture et ils s'arrêtaient de saliver. Okay. Parce que les chiens, ils sont dans le présent. Donc, ils intègrent l'information et ils s'adaptent en accord. Donc, pour revenir à ta question, en quoi le fait de méditer peut nous aider dans ce sens, c'est que méditer va permettre de sortir de cette physiologie de défense et de revenir dans une physiologie donc de calme, donc on peut appeler ça de présence, même au niveau du corps, on va plus stimuler le système neurovégétatif, donc c'est plus de la récupération, le système immunitaire, la respiration, ces sensations agréables, de détente. Et lorsqu'on va faire ça, on va sortir de cette dynamique de stress. Et comme tu disais aussi, le fait de méditer au calme, ça va nous permettre d'apprendre à passer d'un mode de stress à un mode de calme dans un cadre où on est en sécurité. Et donc c'est comme faire du vélo. Ça c'est une image que j'utilise souvent, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais du vélo, au début tu apprends sur un terrain plat pour ta coordination, pour ton équilibre,
Et une fois que tu es plus à l'aise, tu peux aller sur des terrains de plus en plus cabossés, aller de plus en plus vite, faire des choses de plus en plus compliquées. Donc là, c'est la même chose. Si au début, on apprend à méditer dans un cadre relativement calme, immobile, ensuite, on va être capable, lorsqu'on va être, par exemple, avant une réunion de travail, avant d'aller d'exprimer quelque chose à quelqu'un qui nous est cher, avant d'aller parler à une personne qui nous plaît, on va être capable de prendre 5-6 respirations en conscience pour essayer de diminuer un peu ce stress qui est là installé en soi et augmenter la physiologie de sécurité qui va nous permettre, elle, d'avoir accès à notre intellect, d'avoir accès à nos ressources, à qui nous sommes. C'est comme essayer, à la limite, à la longue, de développer le réflexe de relaxation ou de détente ou de recentrer sur soi plutôt que le réflexe de danger, finalement. Lorsque tu dis, bon, avant une... Mais tu vois, ce que ça implique, c'est que je prenne conscience de ce que les choses me font, que je prenne conscience que je suis tendu, que ça implique de prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps, parce que c'est par le corps que ça passe en premier, finalement. Oui, c'est vrai que c'est un travail assez global. Et effectivement, comme ça, c'est un très bon point que tu amènes, c'est que certaines personnes sont très stressées sans même s'en rendre compte. Moi, j'ai vu au cabinet, les gens peuvent venir avec des tensions énormes au niveau de leur dos, et je leur dis c'est très tendu, ils me disent ah non, je sens pas grand chose, ça va. Les gens peuvent être stressés, peuvent être sur la défensive, peuvent être fermés, mais il y a une accoutumance, donc ils s'habituent à cet état-là, ça devient comme une normalité, et ils s'en rendent plus compte. Donc c'est vrai que dans ce processus de reprise de confiance en soi passe par des choses plus basiques, plus simples, comme le simple fait d'apprendre à se détendre, d'apprendre à respirer, d'apprendre à s'écouter, de prendre le temps de le faire. Et si aujourd'hui si j'apprends à être plus calme et que je me retrouve dans une situation où je stresse, bah, tout d'un coup je vais me rendre compte, je me dis tiens, j'ai les épaules qui sont ici, je respire plus, qu'est-ce qui se passe? Et là on va pouvoir avoir cette conscience et réagir en conséquence. Exact. Finalement, ce que ça dit un peu aussi, c'est que toutes les phrases qu'on essaie de se répéter, tu sais, les gens nous disent, bon, détends-toi, c'est pas si difficile, mais on se parle beaucoup comme ça aussi, en se disant, voyons, détends-toi, tu sais, on se parle à nous-mêmes, on a cette espèce de langage, de dialogue interne qui des fois est assez dur pour soi-même. Tu sais, bon, pousse-toi, alors, allez, vas-y. Alors que finalement, c'est plus notre mère ou notre père qui nous parle dans notre tête que ce qu'il faudrait, dans le fond. Il faudrait, à l'intérieur de soi, plus se dire quelque chose comme je prends le temps de me détendre ou je prends le temps de respirer ou à la limite, je prends le temps de... Bon. Mais ce que tu soulignes aussi, c'est que la méditation, en tout cas, j'imagine, c'est sous-entendu dans ce que tu dis, c'est que la méditation a un effet à long terme où ces réactions-là s'installent davantage. C'est pas juste un geste de je me relaxe là, c'est à la longue, il y a comme il y a quelque chose qui s'établit en soi là. Oui. Alors oui, effectivement, ça permet un... Tu sais, c'est pas juste bon, je médite une fois et c'est suffisant. Il y a comme ça va faire un effet si je réussis à faire le vide, à être présent à ma respiration, au bruit qu'il y a autour, etc. Mais il y a comme un effet d'habituation où ça devient un peu comme un réflexe, si on peut dire, ou en tout cas une habileté plus facile Oui, à- oui, ça permet d'être plus attentif. Donc ça... et donc pas juste attentif pendant le moment où je médite, mais Exact, attentif tout le temps finalement. exactement, exactement. Et c'est ça effectivement qui va amener une grosse transformation. La méditation, c'est voilà, le fait d'être présent, d'observer ces sensations. Ça permet d'une part de diminuer les pensées, parce que l'attention n'est plus dans les pensées, elle est dans le ressenti. Et d'autre part, ça permet aussi de ressentir le corps, donc ces mouvements subtils. Et lorsqu'on fait ça, on stimule aussi le néocortex, qui lui a l'une de ses fonctions, c'est de ressentir les mouvements subtils du corps. Quand on inspire par exemple, et on sent l'expansion de l'abdomen, pouvoir le sentir, on va stimuler cette partie-là. Donc dans les deux cas, que ce soit diminuer les pensées ou stimuler le néocortex, ça va basculer, donc on va passer dans cette physiologie de paix, sortir de cette physiologie de défense. Et après, en dehors des séances de méditation, comme tu l'as justement noté, on va être beaucoup plus attentif
à ce dialogue interne, ou peut-être au jugement qu'on peut avoir sur soi, au jugement qu'on peut avoir sur les autres. Et on va commencer à prendre conscience de la relation entre pensée, Mhm. émotion et manifestation du corps. Par, Exact. par exemple, je peux me retrouver, euh, je vais recevoir un email qui va par exemple montrer mon compte bancaire ou quoi que ce soit. Tout de suite, je vais me dire, ah là là, c'est vrai que le mois prochain, ça va être compliqué pour payer ça. Comment je vais faire? J'aurais dû faire Les, ça. Donc, on va les pensées partent. commencer à partir dans les pensées. Les Au bout, scénarios. au bout d'un moment, on va commencer à sentir peut-être une boule à la gorge, une douleur au niveau du plexus. Donc ça va commencer à se manifester au corps. On va sentir peut-être un peu de l'anxiété. Donc tout cela, lorsque la personne qui médite régulièrement, elle peut vivre cela, comme tout le monde, mais elle va l'observer beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire Ouais. au lieu de passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines à être complètement perdu dans ses pensées, dans son anxiété et dans sa crispation au niveau du corps, Mm. elle va se dire, hop, ça sert à rien, on va avoir cette capacité de recul. C'est le néocortex qui est encore en bonne santé, qui est bien actif, qui va prendre cette capacité de recul, et on va se dire, tiens, ça serait pas mal que je prenne 10 minutes pour m'étirer. On va s'étirer, on va respirer, on va sortir de ce cycle de pensée, émotion, crispation du corps, on va sortir de ce cycle, et on va se sentir automatiquement mieux, avec plus de ressources pour gérer les choses qu'on a à gérer au quotidien. Dans le fond, il y a comme un moment où il faut que tu réalises que ta réponse habituelle, en tout cas en situation sociale ou avec des collègues, etc., ça te fait souffrir finalement. Et quand tu réalises ça, puis que tu vas un peu plus loin, puis la méditation te permet probablement ça ou d'autres formes de réflexion aussi, mais quand tu réalises que c'est pas la chose comme telle qui est probablement la plus grande source de stress, mais toute ma réaction antérieure, bon, qui date de Mathusalem, là, qui date de mon enfance, ou en tout cas peu importe, ou qui date d'une mauvaise expérience que j'ai eue avec un autre patron, ou tu dis, c'est comme si là, je vais réaliser que c'est beaucoup ma façon de penser finalement qui provoque ça au moment présent. C'est pas nécessairement la chose, mais c'est beaucoup ma façon de la percevoir, ma façon de l'interpréter. Et tu dis, dans le fond, la méditation va m'aider à réaliser que je me fais souffrir avec mes pensées, dans le fond. Et ton hypothèse, c'est que si je peux assez comprendre que je me fais souffrir moi-même, comme on cherche beaucoup à éviter de souffrir, ça va peut-être me motiver à vouloir changer ma façon de penser, à changer le focus de mon attention, dans le fond. En tout cas, je résume peut-être Oui, mal, mais oui, oui. c'est Oui, un peu ça, finalement. oui, c'est vraiment, on veut raccourcir la, la sensation de souffrance et la réaction adéquate à cette souffrance. Ouais. Euh, si on essaie de voir ça d'un point de vue physique, donc pour faire le lien, l'image entre physique et par exemple et le mental, moi ça m'est arrivé souvent d'être par exemple dans des dîners où on est assis et on va parler à la personne à côté, on va parler avec la tête tournée et au bout de 20 minutes on va se dire je suis vraiment pas bien, le corps va se contracter, on va revenir au centre, on va tourner sa chaise, on va se mettre face à cette personne. Ouais. Si on met la main sur une plaque chaude, ça va pas prendre 10 minutes, ça va être instantané. On va enlever la main, Exact. on va essayer pour éviter de se brûler la main. Donc là, c'est pareil. Dès qu'on se rend compte que quelque chose nous fait souffrir, on n'est pas masochiste. On va arrêter de le faire. Donc plus tôt on le réalise, moins ça va s'inscrire en soi, moins ça va s'inscrire dans notre mémoire, moins ça va s'inscrire dans notre corps, dans notre respiration, dans nos émotions, et plus vite on va pouvoir se sortir de cet état. Est-ce que tu crois que la prise de conscience est obligatoire ou des gens t'ont déjà dit, je médite depuis un bout de temps et je réalise que ces situations-là, même si j'ai pas nécessairement fait les connexions entre la situation, mes pensées, etc., est-ce que il y a comme un effet soi, de facto, qui se fait par la méditation, où c'est essentiel de comprendre, de prendre conscience? Parce que la prise de conscience, dans le fond, que la situation, que je souffre de la situation, elle peut être un moteur, mais il y a des gens qui
sont peut-être pas trop habiles avec comment ça se passe dans mes pensées, c'est quoi le déroulement, qu'est-ce que je me dis, mon dialogue interne. Il y a des gens qui, pour eux autres, c'est carrément de la, ils vont même dire, écoute, moi, je me parle pas dans ma tête, c'est juste les gens qui ont des hallucinations qui font ça, alors que, bon, tout le monde se parle, tout le monde se dit des choses. Alors, tu crois que la méditation peut-elle, de facto, aider à mettre mes pensées à pause, on pourrait dire, et à la longue faire que même si je comprends pas nécessairement, que l'effet va se faire quand même. Oui, je pense que le simple fait de méditer régulièrement va renforcer cette capacité, va renforcer notre capacité à rester dans une dynamique d'ouverture et pas de défensive, et sans forcément avoir besoin de comprendre là où ça bloque et là où c'est compliqué. Mais cela dit, s'il y a quelque chose qui est là, comme une interférence, qui veut dire qui est toujours là à l'arrière de notre tête, c'est souvent quelque chose qui attire notre attention. Donc c'est comme par exemple, là aussi, si on reprend l'exemple du corps, si j'ai mal au ventre, c'est une information que le corps me dit que ce que je mange depuis quelque temps ne me convient pas. Si je suis vraiment agacé par ma situation au travail, par mon rapport avec mes collègues par exemple, si c'est quelque chose qui revient tout le temps, c'est que ça m'empêche d'être dans le présent. Ça accapare mon attention, ça me stresse. Et donc là, c'est intéressant de consciemment creuser cela en combinant cela avec la méditation. Donc, oui, méditer régulièrement va nous amener à être dans cet état plus facilement, mais s'il y a des choses qui viennent et qui persistent, c'est intéressant aussi de les adresser, tout simplement d'essayer de les regarder de plus près et de se poser certaines questions. Je m'excuse, j'imagine qu'il y a des gens qui te disent j'ai beau essayer, je parviens pas à arrêter mes pensées, même si je médite, ça. Qu'est-ce que tu leur dis dans ce temps-là, ces gens-là? Oui, déjà que méditer, ce n'est pas d'arrêter. L'objectif n'est pas d'arrêter ses pensées, mais c'est plutôt d'observer. D'observer ce qui se passe, et lorsque notre attention elle est présente par exemple sur le mouvement du souffle, sur les ressentis, elle ne va pas être dans les pensées, d'une part, et après d'autre part, c'est vrai qu'il y a des moyens, des techniques qui vont aider qui va aider à focaliser l'attention sur le ressenti et non pas se perdre dans les pensées, parce que la grande majorité d'entre nous, on a vraiment l'habitude d'être dans les pensées, c'est quelque chose d'inconscient, c'est quelque chose qui tourne tout le temps, et pour sortir de cela, ça nécessite du temps. Pour certaines personnes c'est plus facile, pour d'autres ça prend plus d'efforts. Donc oui, c'est quelque chose qui revient, c'est une difficulté qui revient souvent, mais avec la pratique il est possible de la dépasser. Est-ce que dans un de tes articles sur la confiance en toi, j'aimerais revenir là-dessus, tu dis la méditation peut être indiquée pour quelqu'un qui est habitué à se centrer sur le négatif. Alors j'ai l'impression que ça peut convenir à un sacré paquet de gens, et que ça aide beaucoup aussi à arrêter de se critiquer négativement. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Oui, alors ce qu'on appelle pensée négative, c'est tout d'abord des pensées. C'est des pensées. Ça peut être par exemple rejeter le passé, se dire que j'ai pas été à la hauteur, que j'ai été injustement traité, que ça j'aurais tellement aimé que ça soit différemment. Donc on a ces pensées négatives par rapport à ce qui s'est passé. On peut être aussi négatif par rapport au futur. On va dire oui, mais ça va pas aller mieux, ça va s'empirer, etc. Donc tout ça, c'est des pensées. Quoi qu'il arrive, c'est des pensées. C'est la rumination qui est le problème, parce que cette rumination, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous met en danger. Donc on se perçoit en danger au niveau physiologique, au niveau du cerveau. Si je pense à une situation qui m'inquiète dans le futur, mon corps, lui, il va se sentir en danger. Et on va se mettre en physiologie de défense, comme on a vu tout à l'heure, et on va perdre l'accès à nos ressources. Et en plus, la négativité, c'est très facile de rester dessus, comme on a vu. On a tendance vraiment à se concentrer sur le négatif. Donc le simple fait de méditer va sortir de ce dialogue interne qui est focalisé sur le négatif.
Et Le passé et l'avenir et aussi, hein, qui est focalisé sur le passé et sur oui, l'avenir. Il me ramène au présent. voilà, que ce soit passé ou futur, une vision négative des choses passées ou à venir. Le fait d'être dans le présent, on va arrêter cela et ça va nous mettre dans un état de calme, de présence. Et ce qui est intéressant aussi, et qui a été constaté à travers différentes études, c'est qu'il y a lorsqu'on est présent et qu'on ressent donc tout simplement la vie en soi, il y a un état d'appréciation qui se manifeste. OK? On apprécie simplement le fait d'être là. C'est agréable de sentir son corps respirer, c'est agréable de sentir la vitalité qui est en soi. Et donc il y a une espèce de quelque chose de plus positif qui émerge en soi. Et donc là, je lisais des recherches assez intéressantes qui expliquaient que au niveau du système nerveux, si par exemple je suis en train de penser à quelque chose de négatif qui me stresse, et qu'à ce moment-là, je décide de me poser la question, qu'est-ce qui se passe bien aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée? Qu'est-ce qui est positif autour de moi? Donc, parfois, c'est un peu difficile à trouver, mais si on creuse un peu, on va trouver. Au niveau du cerveau, on va faire baigner cette négativité dans quelque chose de plus positif et ça va diminuer l'empreinte négative qu'on a pu avoir par rapport à un souvenir ou par rapport à une situation. Donc, C'est la dilue. voilà, ça la dilue et ça l'équilibre. Donc méditer, d'une part, ça diminue les pensées et ce dialogue et ces dialogues négatifs, et d'autre part, ça nous permet d'avoir plus d'appréciation et donc d'être plus positif. Finalement, la méditation nous aide beaucoup à apprendre à focaliser notre attention sur, je dirais, à volontairement focaliser notre attention sur chose au lieu d'être l'objet de ce qui est et de ce qui arrive. Et moi, je crois sincèrement que si je suis capable de développer ça, par exemple en méditant sur mon souffle ou bon, peu importe, que je vais peut-être être capable aussi c'est comme si j'apprenais que je peux focaliser mon attention ailleurs que sur ce qui est au lieu d'être toujours en réaction finalement. Et ça, je trouve que c'est un gros plus de la méditation. Vraiment. Oui, je pense que pour développer ce que tu as dit, la seule chose sur laquelle on a vraiment contrôle, c'est là où on met notre attention. Tout le reste est complètement indépendant de nous. Les gens autour de soi, même notre santé, les événements extérieurs, tout cela, on ne peut pas y faire grand-chose, mais la chose sur laquelle on peut agir, c'est là où on focalise notre attention. Et c'est vrai que cette attention, on a l'impression de mettre en quelque sorte, mais très souvent, on est tout le temps en réaction. On est tout le temps dans entre deux. On n'est pas vraiment présent. C'est comme lorsqu'on conduit, par exemple. On va conduire, on va se rendre compte qu'on a fait telle distance, et on s'est dit, ouf, je suis déjà arrivé là. On se perd complètement dans nos pensées. Les pensées sont tout le temps là. Et comme tu disais, certaines personnes n'en ont même pas conscience. Quand tu dis qu'on pense tout le temps, ils vont se dire non, moi je pense pas tout le temps. Et quand on commence à apprendre à méditer, qu'on commence quelques techniques simples, comme simplement de compter ses respirations, on va se rendre compte que compter tout simplement de 10 à 1 ou de 1 à 10, on va pas pouvoir le faire 3-4 fois de suite parce qu'on va se perdre dans nos pensées. Et c'est là où on va se dire, c'est incroyable à quel point on part dans tous les sens. Donc développer cette faculté de focaliser son attention, c'est vrai qu'après ça se répercute sur tous les autres domaines de sa vie. On va pouvoir écouter quelqu'un avec toute notre attention, on va pouvoir travailler sur quelque chose sans penser à différents projets. Et donc là, il y a un podcast, une émission radio que j'écoute régulièrement avec Tim Ferriss, qui s'appelle Tim Ferriss Show, qui est en anglais, et il invite des hauts performeurs, que ce soit des musiciens connus, des acteurs, des développeurs de start-up, des gens dans le monde du business, donc différentes personnalités. Et à peu près 80% d'eux notent avoir une pratique méditative, que ce soit la pleine conscience ou un autre type de méditation ou quelque chose qui les ramène vers eux et qui focalise leur attention. Parce qu'ils se sont tous rendus compte que ça faisait partie de leur hygiène de vie et que c'est ça qui leur permettait de gérer leur quotidien qui était surchargé. Et un quotidien dans lequel on est surstimulé constamment de partout. C'est drôle, on parlait du pouvoir des pensées, puis je te regarde et je t'écoute,
et je vois le signal Internet des fois qui varie. Je sais pas si tu es sensible. Et là, dans mes pensées, ça fait, oh, on va-tu perdre le signal? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et je réalisais en faisant ça que, bon, le train de pensée, c'est pas long, hein, que ça peut démarrer et ça peut provoquer une réaction de stress. Ça demande d'être un peu attentif, hein, et c'est ce que la méditation fait, je crois. Moi, ça nous rend vraiment très attentifs. Et Dieu sait qu'on en a besoin parce que on réalise pas ça. À un moment donné, on est stressé, on n'est plus présent, on n'est plus avec la personne. Et Dieu sait que dans le monde aujourd'hui, avec toutes les bips qu'on entend sur nos appareils électroniques, on est en conversation, quelqu'un prend son téléphone et répond à quelqu'un, etc. On est dans un monde où on n'est pas beaucoup présent à ce qui se passe. Et Dieu sait que la méditation est une bonne réponse à cette tendance qu'on a d'être constamment en réaction, comme tu dis, à tout ce qu'il y a autour. Tu parles de... J'aimerais ça t'entendre un peu sur ce sujet-là. Il y a plusieurs textes sur ton site Internet, des articles de fond que les gens vont pouvoir lire. Tu as une écriture abondante et intéressante, et tu parles de trois mythes à détruire. On parle, bon, l'un des premiers mythes, c'est que la réponse de non-confiance en soi est une réponse innée surtout, alors que c'est souvent une réponse apprise. Mais un des mythes que tu donnes aussi, c'est, tu dis... le regard des autres n'est pas important. Et Dieu sait que dans le monde dans lequel on vit, ça rejoint un peu toutes les technologies qu'on a. Le regard des autres est, pour beaucoup de gens, fichument important. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? En quel sens c'est un mythe? Alors ça, c'est souvent, j'en reçois des commentaires ou des questions par rapport à ça. Et au contraire, donc c'est paradoxalement, je disais qu'on croit que le regard des autres n'est pas important, mais je pense qu'il est important. Il est important dans le sens que l'être humain, c'est un animal social. La qualité de notre vie dépend de notre interaction aux autres. Et très souvent, je rencontre des personnes qui ont tendance à s'isoler en se disant « j'ai pas besoin des autres, je peux m'en sortir tout seul ». Et c'est des personnes qui vont être en souffrance parce que ce rapport aux autres, c'est... Les personnes nous offrent un miroir de nous-mêmes, les autres personnes nous permettent de grandir, d'évoluer, d'apprendre. Elles nous donnent aussi l'opportunité de nous exprimer, de les aider, d'interagir avec eux. Donc c'était plus de cet aspect-là, dans cet aspect-là. Un qui m'a écrit récemment en me disant j'ai une difficulté à juste aller dans les activités sociales avec mes copains parce que, bon, en classe, ça peut toujours aller. Il est à son bureau, il fait ses choses, mais tout ce qui est, bon, c'est des danses sociales avec ses amis où il va avoir du monde qu'il connaît pas. Dans le fond, c'est où, à la limite, je vais ne pas réussir à contrôler ce que je réussis toujours à contrôler finalement. Alors, quand je réussis à contrôler, je suis bien là-dedans. Mais si je vais à un endroit où il arrive des choses inattendues, là, je perds mes moyens. Alors ça, c'est un exemple qui revient souvent qu'on me demande. D'accord. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est d'amener cette personne à se mettre dans ce contexte, c'est-à-dire s'imaginer être dans une situation que cette personne a vécue, qu'il a vécue, et qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Donc lorsqu'il a été pour faire le pas et se retrouver peut-être s'exprimer, parler à un groupe qu'il ne connaît pas, ou devoir participer à parler dans un groupe qu'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'il a ressenti? Donc essayer de mettre en mots cela. Ça peut être de l'inquiétude, ça peut être une certaine peur, ça peut être peut-être de la colère, parce qu'il se dit pourquoi je suis aussi timide, je devrais être quand même un peu plus voilà, aller de l'avant et faire l'effort. Donc qu'est-ce qu'il a ressenti? Après, une fois qu'on est dans cette situation, la personne, dès qu'on pense à des choses qui nous stressent un peu, toujours cette physiologie de défense va s'enclencher. Et donc là, on va tout simplement faire un peu de méditation. Donc, installer le calme en soi, ressentir la respiration, relâcher les épaules, relâcher le visage, les mâchoires, se recentrer et calmer cette physiologie de défense et revenir dans une physiologie de paix. Une fois qu'on est plus en sécurité, on va recreuser un peu plus et se dire, d'accord, tu ressens telles émotions, quelle est l'émotion la plus forte? D'accord, c'est de la colère parce que je ne me sens pas à la hauteur.
Donc cette colère, où est-ce que tu la ressens en toi? Donc ça c'est intéressant parce que très souvent aussi, les émotions qu'on va avoir, ça peut être la tristesse, la colère, de l'agacement, tout ça, c'est de voir où est-ce que ça se manifeste en soi. Parce que là, si on essaie de dénuder, on va dire, le concept de colère, qu'est-ce que ça veut dire être en colère maintenant pour toi? Il va se dire, j'ai peut-être un nœud à la gorge, je sens mon dos qui se crispe. Ok? Donc une fois qu'il est dans ce ressenti, à nouveau, on va respirer et amener le calme. Et on peut aussi allier le toucher, par exemple, pour essayer de venir dans cette zone au niveau du corps qui manifeste cette émotion et amener le calme. Donc l'idée, c'est de partir d'un concept assez général. Voilà, je ne suis pas à l'aise quand je dois aller dans un groupe, à quelque chose de beaucoup plus palpable et qui est là dans le présent. Et une fois qu'on tient cela, et que cela nous crée du stress, on va réapprendre à se sentir en sécurité. D'accord, j'ai la colère maintenant, mais je n'ai pas de raison d'être en colère maintenant. Je suis là, je suis en sécurité, je respire, j'arrive à me détendre. Et ce type de travail, ce type d'exercice où on va allier la méditation et la réflexion, c'est assez intéressant. Oui. Et la méditation, oui, c'est intéressant parce que ça va permettre donc de déconditionner la personne. Pour reprendre l'exemple qu'on parlait de parler en public, donc moi je me suis retrouvé dans des situations de gros stress. Je me rappelle un jour j'avais convié quelqu'un pour faire une conférence, il y avait une grosse salle d'hôtel qui était pleine, j'avais de la famille qui était là, c'était moi qui devais l'introduire et parler du programme de la conférence, et j'étais stressé, j'avais le cœur qui battait, j'essayais de me recentrer, de me calmer, mais j'avais beaucoup de mal à le faire. Depuis que je médite régulièrement et que j'ai fait ce type d'exercice, maintenant ça devient presque un plaisir, c'est-à-dire si... Là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à une espèce de conférence dans une université, et c'est un Américain qui parlait de la relation entre émotion et au niveau hormonal, ce qui se passait. Et j'avais une question à lui poser, je ne me suis pas posé, j'ai pas hésité, j'avais levé la main pour prendre le micro, j'ai posé ma question, j'avais le cœur qui battait plus vite, mais c'est un espèce de stress qui est presque agréable, qui nous fait agir, mais on ne perd pas ses moyens. Donc l'idée, c'est graduellement creuser les différents aspects, et donc on peut travailler sur différents aspects, ça peut être travail, relationnel, et dans la sécurité de chez soi, à travers les pensées, aller dedans, installer physiologie de paix, et essayer de garder ça après dans la situation donnée. Arrêter d'être automatique dans ses réactions, entre autres dans des réactions de stress comme ça. C'est arrêter ce cycle-là, c'est un peu ça. Tu dis aussi qu'un des bons moyens, en plus de ce que tu viens de décrire, là, qui est de identifier son ressenti, méditer, trouver une zone de sécurité pour pouvoir aller explorer ça. Tu dis un bon moyen aussi de développer, qui se rajoute à ça, c'est de trouver son mode d'expression, son moyen d'expression. Tu penses à quoi quand tu dis ça? Tu penses à trouver ce qui est le mieux au niveau de la créativité, dans le fond, ou ça peut être un loisir? Je pense que donc l'une des formations que je propose, et quand je parle avec les gens aussi qui ont essayé de méditer et qui méditent quelque temps, puis qui s'arrêtent de méditer, qui reprennent et qui s'arrêtent, ce que moi j'ai expérimenté, c'était lorsque j'ai commencé à méditer régulièrement, j'ai commencé à développer beaucoup plus de clarté sur ce qui était important pour moi, sur ce que j'avais envie de faire, sur ce qui me plaisait, et c'est seulement lorsque j'ai mis en action ces ressentis que ça a commencé à modifier mon cadre de vie, et ça a renforcé le bien-être qui était associé à la méditation, et ça a permis de méditer plus régulièrement. Moi, comme on en avait déjà parlé, et moi j'ai un parcours où j'ai pendant de très longues années, j'ai été presque obsédé par savoir ce que j'avais à contribuer. C'était au début j'ai commencé par des études d'économie parce que je n'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire. Après, suite à l'expérience avec un chiropraticien qui m'a fait énormément de bien, j'ai décidé de faire des études de chiropractique.
Ensuite, en commençant à pratiquer, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment, c'était de partager mon expérience, ma façon de voir les choses avec les patients pour leur donner les outils de gérer leur santé, d'améliorer leur bien-être. Donc, j'ai commencé à faire ça davantage. Et c'était tout un processus où j'essayais, à chaque fois, je creusais un peu plus pour essayer de me rapprocher de plus en plus de ce qui... De ce que tu es aussi. Voilà, j'essaie de trouver cette espèce de zone où je faisais appel à, on va dire, à mes talents, ce dans quoi j'avais de la facilité, mais également quelque chose qui pouvait se partager, se transmettre et contribuer à faire grandir aussi les gens, à faire grandir les gens. C'est oui, donc c'est vrai que là, tu donnes des... Tu as trouvé que ce qui te réalise, c'est pouvoir transmettre ce à quoi tu crois, puis ce que tu connais, en souhaitant que, en le transmettant, que ça accroche certaines personnes et que ça les aide elles aussi. Dans le fond, c'est un peu ça. C'est un peu la mission un peu que tu t'es donnée finalement. C'est ce qui te ressemble le plus. Oui, et c'est vrai que ça a pris un peu un parcours sinueux et ça continue à se peaufiner, à être de plus en plus précis. Mais oui, c'est vrai que c'est oui, je ne suis pas certain que tu vas retourner en économique. Est-ce que je me trompe? De retourner en économique? Ouais. Je suis pas certain que tu vas retourner en économique. Non, pour l'instant, non. Économie. Oui, c'est ça. Non, on est en train... Même si mes études... certains aspects de mes études m'aident aujourd'hui, m'ont aidé aujourd'hui, mais c'est vrai que non, c'est notre direction. Et oui, et c'est vrai que je pense que si par exemple la personne se pose la question, parce que beaucoup de personnes ne savent pas trop, ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent, c'est je sais pas ce que j'ai envie de contribuer, j'ai pas vraiment de talent particulier, j'ai pas de vocation, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que très souvent, ce qu'on a contribué, c'est ce dont on a besoin déjà soi-même. Donc ça, c'est assez... il y a souvent un lien entre les aspirations qu'on a aujourd'hui, les difficultés qu'on a aujourd'hui, le fait de les creuser à travers sa connaissance, son talent, son moyen d'expression, de les partager avec les autres. Non seulement on se fait du bien, on fait aussi du bien aux autres et on permet un dialogue qui permet d'enrichir ce processus et ensuite on revient à nouveau à la création et je pense que c'est intimement lié à la méditation, parce que ça serait presque triste de méditer, de se ressourcer, de se connecter à ce qu'on a profondément en soi et ensuite à pas faire circuler ça. Et ça peut être la composante qui manque. C'est les personnes qui ne méditent pas régulièrement ou qui ont des moments où elles sont bien et des moments où elles sont pas bien, c'est qu'elles n'ont pas encore identifié ce qui les inspire et ce qui leur permet de s'exprimer. Ce qui est, pour faire le joint avec ce que je disais au début, ce qui les passionne dans le fond, parce que tu dis, je suis un passionné de beaucoup de choses. Pour beaucoup de gens, c'est pas quelque chose qu'ils ont appris à faire beaucoup, d'aller chercher en dedans d'eux et à la limite de se faire plaisir finalement, parce que se faire plaisir, c'est aller dans le sens de ce qu'on est d'une certaine façon. Moutassem, tu es l'âme du site pratiquerlaméditation.com. J'imagine que l'adresse va apparaître. Un site où les gens peuvent aller écouter des podcasts, des conférences, c'est-à-dire voir des vidéos de gens que tu as interviewés un peu partout. Il y a beaucoup d'articles que tu as là-dessus. Aussi, je pense que les gens peuvent aller là, je ne fais pas juste penser, je suis convaincu, les gens peuvent aller là et recevoir une méditation qu'ils peuvent pratiquer déjà gratuitement, là, pour les gens qui veulent s'initier un peu à ce domaine-là. Tu offres un programme de méditation de 3 semaines qui, je pense que ton cours, tu as le souvenir que j'en ai quand je l'ai fait, le cours sur la confiance en soi suit ou maintenant c'est séparé? Non, il y a encore cette option de faire les 3 semaines suivies de la confiance en soi, 3 semaines pour mettre en place les bases et après on approfondit plus spécifiquement sur la confiance en soi.
Et bon, les gens vont pouvoir te trouver aussi sur ton site. Ils vont te reconnaître avec ce que tu dis aujourd'hui, je pense. Mais déjà, les gens te connaissent un peu sur mon site parce qu'il y a 2 ou 3 articles qui sont reproduits du tien. Il y a des albums pour les gens qui veulent, écouter. Ce que je trouve intéressant de ton programme de méditation, c'est qu'il y a un support que tu offres aux gens pendant ces 3 semaines-là. C'est pas seulement une affaire qui est automatique. Les gens peuvent t'écrire, peuvent communiquer avec toi. Je trouve ça, c'est une des choses, moi, qui fait que ici, on a voulu, mettre les gens en lien avec toi parce que cet aspect-là, c'est pas une chose qu'on va retrouver. Il y en a plein de cours sur Internet, mais celui-là, il y a cet aspect personnel-là que je trouve qui est vraiment une force. Alors, j'invite les gens à aller les voir et je te laisse les derniers mots sur ce thème aujourd'hui. Là, je te laisse un peu le finir avec les mots que tu voudrais, Mutasem. Alors, vas-y. Oui, bah, tout d'abord, merci pour ton invitation. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Et oui, donc pour finir sur ce thème de confiance en soi, voilà, je pense que que toutes les personnes qui pensent aujourd'hui manquer de confiance. Donc tout d'abord, c'est pas dans tous les domaines de leur vie, c'est dans certains domaines. Donc prendre conscience de cela, prendre conscience qu'elles ont aujourd'hui déjà tout ce qu'il faut pour être bien, pour être parfaitement bien. Elles ont l'intelligence, l'humour, elles ont les capacités d'agir et de réussir dans le monde. Il faut juste trouver ce moyen de s'ouvrir et de rouvrir l'accès à ces ressources qui sont déjà en elles. Donc, après toute cette discussion, bien sûr, je les invite à méditer. Déjà, rien que le simple fait de méditer, ça va aider dans ce domaine et d'avoir confiance. De nombreuses personnes sont passées par ce manque de confiance. Et juste pour conclure, je peux conclure avec un exemple. Là, voilà une dame qui m'est revenue à l'esprit par rapport à ce manque de confiance, et on va dire qu'elle a été l'essence du manque de confiance en soi. La première fois que qu'elle était venue à mon cabinet, elle est venue consulter initialement pour un problème de dos, mal au cou aussi, des fourmillements dans les mains, donc un tas de symptômes physiques. Elle était recroquevillée sur elle-même, elle avait du mal elle parlait à voix basse, le contact visuel, elle l'avait pas vraiment. Donc c'est une personne que on a commencé à travailler, donc surtout au départ pour ses douleurs physiques. J'ai appris à la connaître et elle m'a dit voilà, je souffre parce que je manque énormément de confiance en moi. C'était la 6e ou la 7e d'une fratrie donc de 6-7. Elle a été maltraitée, abusée par ses frères, et elle avait un gros manque de confiance par rapport aux hommes en général, les hommes qu'elle pouvait voir à la boulangerie. Elle était en couple, et sa relation de couple était compliquée. Son conjoint continuait à voir son ex, en quelque sorte il l'utilisait, elle n'osait pas s'exprimer. Donc on a continué à travailler avec cette personne, et le moment où elle a commencé à prendre conscience de son corps, donc le moment où elle a commencé à prendre le temps de respirer, donc simplement de poser les mains sur son corps, de respirer et d'amener du calme en elle, son point de vue a commencé à basculer. Elle s'est dit tiens, ça me fait du bien, je vais prendre le temps de me faire du bien. Et elle me disait voilà, je me suis acheté un Walkman, un MP3 avec un casque, j'écoute de la musique qui me relaxe, elle s'est mis quelques bougies, elle s'est fait un petit coin pour se faire du bien quelques minutes par jour régulièrement. Et en faisant cela, rien qu'en faisant cela, graduellement, elle a dit qu'elle a commencé à gagner en confiance. Son conjoint, que je connaissais aussi, qui venait aussi au cabinet, qui est quelqu'un de très sympathique aussi, ils ont commencé à communiquer, une vraie communication, et c'était pas seulement une communication où c'est lui qui parlait et elle qui écoutait. Et donc c'est une personne que j'ai vue quand même sur plusieurs mois, et j'ai pu la voir changer. Complètement changer, et vraiment se respecter davantage, s'écouter davantage,
Un jour, elle est venue, elle revenait d'un magasin, elle m'a montré une paire de basket. Elle était très heureuse de les avoir, donc j'étais un peu surpris. Et elle me dit oui, ça me fait tellement du bien d'aller marcher sur le bord de mer. J'ai décidé d'acheter des chaussures de marche. Donc elle a commencé à mettre en place des choses qui lui faisaient du bien, et puis elle faisait ça, et puis elle renforçait l'envie de se faire du bien. Et elle est arrivée à un moment où elle a gagné suffisamment confiance en elle pour décider de monter sa propre boîte, et elle a ouvert une boîte d'entretien où il traitait les sols, et donc j'ai pu voir cette personne qui est partie de quelqu'un qui était complètement refermé sur elle-même, très peu confiante dans beaucoup de domaines de sa vie, et petit à petit, rien que le fait de s'écouter et de se respecter, a manifesté suffisamment de confiance pour prendre le risque de l'entrepreneuriat et se lancer dans son affaire. Donc c'est quelqu'un ensuite j'ai gardé le contact pendant des années, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et donc je sais à quel point le simple fait de prendre ces quelques minutes pour se respecter, s'écouter et se faire du bien, ça peut changer la vie. Il y a le philosophe Campbell américain qui dit Follow your bliss, suivre son bonheur. Hein. C'est un peu ce que tu dis finalement. Et probablement que la méditation, entre autres, permet d'arrêter ce flot constant de pensée. Et des fois, il y a le sommeil qui peut faire ça. Puis je pense que la méditation est un bon moyen. Il y a des fois, il n'y a pas d'autres moyens. Je pense qu'il faut vraiment arrêter ce flot-là. Et il faudrait peut-être que j'arrête mon flot aussi de questions parce qu'on pourrait encore en parler pendant des heures. Mais Moutassem, écoute, je te remercie beaucoup. Ça a été... on pourrait en parler vraiment tellement longtemps. Il y a tellement de pistes et je trouve que c'est un domaine où tu excelles. Alors, j'invite les gens vraiment à aller visiter ton blog. Moi, je médite depuis longtemps. J'ai essayé plusieurs choses, mais mon Dieu que c'est plaisant d'avoir un endroit où les gens peuvent aller qui est spécifiquement orienté sur ces thèmes-là et qui permet d'abreuver un peu notre soif de connaissance aussi qu'on a par rapport à ça, parce que des fois, il y a tellement de choses qui sont véhiculées là-dessus qu'à un moment donné, on ne sait plus trop de quel... Et il y avait, je sais pas qui disait, peu importe la méthode que tu as pour méditer, l'important c'est que tu médites. Tout à fait d'accord. Merci à toi, Marc, et merci pour toutes tes recommandations. Au plaisir. À bientôt. Merci.